Découvrez votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième décryptage du programme du potentiel à la performance. Mettre en lumière, accompagner, analyser la vie de plus d'une quinzaine d'athlètes pendant plusieurs mois, décrypter les différentes étapes qui les mèneront jusqu'à la compétition afin de mieux comprendre leur performance. Voici en substance ce qui vous attend dans ce programme dédié à la performance, certes, mais aussi à la réalisation de vos rêves. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Comment ça va ? Très bien. Parfait, bonjour Christophe. Et bonjour Bruno, bonjour à tous. Nos deux experts fidèles parmi les fidèles, en plein cœur de cette magnifique salle de boxe du Krebs de Toulouse que l'on remercie au passage. Petit résumé des épisodes précédents. Au fil de ce programme, les athlètes, je vous le rappelle, ont reçu de la part de nos deux experts ici présents un questionnaire auquel ils ont répondu en vidéo. Découvrons ensemble quelques-uns de leurs témoignages avant de décrypter le tout. Juste après, on commence par le physique à J-200. C'est parti. L'hydratation, c'est un point essentiel et c'est important de beaucoup s'hydrater, en particulier sur des sports d'endurance. Donc je fais très attention à boire suffisamment d'eau et puis après pendant l'effort, je prends aussi des boissons énergétiques, isotoniques ou autres qui permettent au corps de bien être hydraté. Ce qu'il faut, c'est de ne pas manger trop lourd le soir, éviter les écrans. Je sais que c'est pas facile et ça n'a pas été facile à mettre en place, mais c'est pour le plus grand bien et c'est ce qui me fait avoir des sommeils de 8h, 8h30 et qui me fait me sentir en forme et me sentir bien le lendemain. En vue des JO, la préparation n'est pas plus spécifique mais plus intense, avec plus d'entraînement, plus de stages de préparation, mais aussi plus de compétition. Je travaille par ailleurs la mise en difficulté pour arriver le jour J à réussir à tirer avec un gros coup de stress et un rythme cardiaque élevé. Est-ce que j'ai des périodes de grosse fatigue ? Oui, bien sûr. Et on a des super outils aujourd'hui. On a le HRV mis en place par la Fédération française d'athlétisme qui nous permet de savoir quand le corps en fait a besoin de souffler, de récupérer. C'est basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Depuis peu de temps, on utilise le peptide de collagène pour les tendons, les articulations et je pense que c'est hyper important parce que c'est un sport explosif, on a beaucoup d'appui, on a beaucoup de répétitions et c'est vraiment à risque les tendons pour les perchistes. Donc en plus de ce qu'on fait avec les kinés, de ce qu'on fait à l'entraînement, ce qu'on met en place, ce complément-là, il est pas mal. J-200, l'aspect physique avec notre coach expert du physique, Christophe Cariot, avec ces fameuses questions posées à ces athlètes, que l'on remercie aussi au passage, bien évidemment. Première question, est-ce que vous faites attention à votre hydratation ? Alors, ce qui a été intéressant, c'est que tous les athlètes font super attention à leur hydratation parce que tous ont bien compris l'importance, en fait, de rester bien hydraté. Pour une raison très simple. 70% en fait du corps humain est composé essentiellement d'eau. Donc si je n'ai pas suffisamment d'eau et au-delà de l'eau, si j'apporte pas suffisamment d'électrolytes, c'est-à-dire du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, je vais avoir des problèmes de déshydratation qui vont s'installer au fil de la séance. Et qui dit baisse d'hydratation, dit baisse des performances, mais également baisse de la récupération après l'effort et potentiellement risque de blessure à plus ou moins long terme. Vous l'avez compris, dans ce programme, je joue le rôle un peu du candide aussi, avec des questions peut-être simples, mais quand même, on parle souvent de litres d'eau bu par jour. Ça représente combien en moyenne pour un athlète de haut niveau ? Alors, ce qui est important de garder en considération, c'est qu'on considère à la fois ce qu'on va consommer comme boisson. Donc, en général, les sportifs, ils oscillent entre 2 litres, 3 litres lorsqu'on parle de l'été, par exemple. Mais on intègre également, en dehors de ça, il va y avoir la part de tout ce que les fruits et légumes nous apportent en eau, puisque les fruits et légumes sont très riches en eau. Et donc, en fonction de l'alimentation, on va pouvoir rajouter quasiment 1 litre à 1,5 litre d'eau qui va être contenue en fait, dans ces fruits et légumes. Donc, il y a certains athlètes qui vont donner la sensation de s'hydrater un peu moins que les autres, mais qui en parallèle vont consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et donc vont équilibrer leur gradient d'hydratation de cette façon. Parfait. Deuxième question, quelle est la qualité de votre sommeil et avez-vous des routines spécifiques ? Tiens, on rentre dans un terme qu'on employait souvent, ça, ces fameuses routines. Donc là, pareil, un point qui est très très important, c'est vous ne pouvez pas accéder à des hautes performances si vous manquez de sommeil.
Donc ça, c'est le b.a.-ba du sport de haut niveau. Il faut absolument bien dormir. Donc les athlètes, ils nous ont répondu à la fois qu'ils avaient tous mis en place des routines de sommeil, c'est-à-dire diminuer par exemple la température de la pièce où ils dorment le soir pour essayer qu'elle soit entre 18 et 20 degrés, essayer de couper les écrans parce qu'on sait depuis quelques années maintenant que la lumière bleue des écrans, iPad, télé, iPhone ou téléphone portable vont perturber la sécrétion de mélatonine et donc diminuer la vitesse de l'endormissement, etc. Donc tous, ils ont mis en place des routines de ce style. Et vous le dites très souvent, le premier facteur de récupération physique et mentale, effectivement, c'est le sommeil. Une réaction peut-être, Isabelle ? Oui, parce que le sommeil, mentalement, pour moi en tout cas, dans mon métier, c'est un symptôme de ça va ou ça va pas. Parce que quand vous dormez pas très bien, ça vous est tous arrivé, la veille d'un examen pour certains ou d'une émission de télé pour vous, etc., on a un petit peu de mal peut-être à dormir, et ça prouve que soit on n'est pas bien préparé, soit on a peur du résultat, soit on n'est pas dans l'instant présent. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe pas normalement. Voilà. Après, ce que je voudrais dire quand même, c'est que même si on dort mal, on peut performer. Ne pas en faire non plus quelque chose qui dit « j'ai mal dormi, donc automatiquement je ne vais pas performer, je ne vais pas y arriver ». Donc c'est mieux de bien dormir, bien évidemment, pour les explications que vient de donner Christophe. Et même, vous le sentez, naturellement, quand on dort, on est bien, mentalement. Mais il ne faut pas utiliser le sommeil comme une excuse pour ne pas faire, ou ne pas être, ou ne pas réussir. Voilà, donc chez un athlète de haut niveau, comme chez tout le monde, on a le droit de ne pas bien dormir et on a le droit d'être bon. Le mieux, c'est de bien dormir et d'être bon. Très bien, merci pour cette intervention. Vous parlez des routines aussi. Vous dites que les routines sont importantes. Oui, les routines, elles sont très importantes parce qu'au sein du cerveau, dans une partie un peu profonde du cerveau, on a des neurones très spécifiques qui vont gérer en fait ce qu'on appelle l'horloge circadienne. Et l'horloge circadienne, c'est un petit peu une sorte d'horloge interne qu'on a dans le cerveau et qui va synchroniser tout un tas de fonctions vitales pour l'organisme et cette synchronisation des choses, elle va se faire durant le sommeil. Et donc, à partir du moment où vous avez de la mélatonine qui augmente dans le cerveau, vous avez une synchronisation grâce à ces neurones spécifiques qui vont envoyer des messages pour fabriquer certaines hormones, pour réguler certaines fonctions vitales, entraîner la réparation de certaines choses dans l'organisme. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ces routines, de les mettre en place et de les respecter. Voilà. Même si, bien entendu, comme Isa l'a rappelé juste à présent, on peut très bien, de temps en temps, sortir de ces routines sans que ça ait, en fait, des impacts négatifs. Une incidence énorme. Gravissime, tout à fait. L'espèce humaine serait morte depuis longtemps. Ça, nous en sommes persuadés, cher Christophe. On va parler d'entraînement maintenant. Ouais. Je rappelle que nous sommes à J-200. Là, ça se précise, effectivement. L'entraînement est-il toujours le même ou est-il de plus en plus spécifique ? Ça, c'est intéressant. Oui, donc en majorité, il y a une augmentation en fait de la spécificité des charges d'entraînement, etc., que tous les athlètes ont évoqué. Et il y a un point particulier, notamment pour l'une d'entre elles, qui en fait a dû carrément changer sa façon de s'entraîner de manière assez importante. C'est Laetitia Guapo, qui est dans le basket. Et donc, elle est passée d'une pratique du 5-5. Exactement, d'une pratique du 5-5 vers un 3 contre 3. Et donc, elle explique que c'est assez différent parce qu'il y a des surfaces en fait, à couvrir qui sont un petit peu plus longues. Donc, il y a une préparation physique qui doit être adaptée en fonction de ça. En termes d'aller-retour. De kilomètres. Exactement, tout à fait. D'accord, il y a autant de différences que ça entre le 5-5 et le 3-3. Eh oui. Ok, donc ça c'est très intéressant, justement pour l'entraînement effectivement de plus en plus spécifique. Autre question, avez-vous des semaines de grosse fatigue et si oui, comment les gérez-vous ? Donc, grosse fatigue, c'est normal, ça fait partie du processus en fait de l'entraînement, surtout quand on prépare des échéances comme les JO. Donc, on va obligatoirement avoir des périodes où on va être un petit peu plus fatigué qu'à d'autres moments. L'important, c'est à la fois
pour les entraîneurs et pour les athlètes d'avoir cette communication permanente pour pouvoir justement en parler et dire là les séances j'arrive plus à les digérer on va dire physiquement, hein. Donc ça peut provoquer des troubles du sommeil, ça peut provoquer des troubles de la digestion, des choses comme ça. Et donc ce dialogue qui s'établit entre l'athlète et l'entraîneur va permettre soit d'alléger les charges d'entraînement, soit carrément de dire écoute, on prend 3-4 jours de repos, tu pars dans ta famille, on fait un peu de thalasso, tu te fais une cure de sommeil intense en intégrant par exemple des siestes, etc. De façon précisément à permettre à l'organisme de surcompenser, c'est-à-dire de sortir de cette fatigue et d'avoir les niveaux d'énergie qui remontent assez rapidement. Je veux faire réagir Isabelle, effectivement, vous vous en doutez. Vous parlez de grosse fatigue physique, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraiment physique, cette fatigue-là? Elle peut être aussi morale, j'imagine. En général, elle va avec. L'une peut entraîner l'autre dans les deux sens, ou alors elles arrivent en même temps. Donc les raisons évoquées par Christophe, elles sont claires. Mentalement, c'est souvent un moment où on ne peut plus réfléchir, comme le corps ne peut plus avancer, la tête ne peut plus réfléchir à ce qui se passe. Donc vous avez des exemples extrêmes de burn-out qu'on connaît aussi dans la vie quotidienne, on va dire hors sport de haut niveau, mais ça existe chez les sportifs de haut niveau. D'ailleurs, c'est un des sujets aujourd'hui que les sportifs abordent assez facilement. Et donc, il y a un moment où le cerveau est à l'arrêt. On l'a peut-être tous un petit peu vécu. Et là, c'est sûr que le fait d'aller dans une famille ou dans un milieu positif, s'exclure de notre quotidien pour retrouver un cadre dans lequel le cerveau reprend une forme de nourriture qui peut être n'importe laquelle. Oui, ça peut être une nourriture spirituelle aussi. Ça peut être contempler, ça peut être faire la fête avec ses amis, ça peut être voir une exposition. Moi, je connais des athlètes qui sont allés voir des expositions de peinture pour sortir complètement de leur milieu, pour régénérer, pour retrouver un peu d'air, pour retrouver un peu de réflexion. Et effectivement, la fatigue, du coup, se sent un peu moins et se répercute aussi sur le physique. Oui, d'accord. Et j'allais juste rajouter par rapport à ce que Isa vient de dire, le paradoxe du paradoxe de l'athlète de haut niveau, c'est de temps en temps sortir de sa propre routine, justement pour prendre l'air, en fait, pour s'aérer l'esprit, et pour ensuite mieux replonger sur son objectif. Très bien. Parlons maintenant des muscles, des tendons et des articulations. Autre question posée à ces sportifs de haut niveau. Avez-vous un protocole et un complément pour la santé de vos tendons et autres articulations ? Donc, il y en a quelques-uns qui ont mentionné l'utilisation en fait, d'un complément qui s'appelle les peptides de collagène. Donc, les peptides de collagène, c'est quoi ? C'est tout simplement en fait, du collagène qu'on a hydrolysé, c'est-à-dire il y a eu une réaction chimique qui a permis de prédigérer, entre guillemets, le collagène, de façon à lui permettre d'être beaucoup mieux assimilé au niveau digestif. Et pourquoi, en fait, les sportifs utilisent les peptides de collagène ? Tout simplement parce que dans notre alimentation, au quotidien, on a coutume d'utiliser et de savoir qu'il faut consommer suffisamment de protéines. Les protéines, quand elles sont dégradées, elles vont être transformées en acides aminés. Et ces acides aminés, qui sont en fait des briques, vont être réassemblés dans l'organisme un petit peu là où il en a besoin. Ça peut être pour le fonctionnement des cellules, ça peut être pour fabriquer des hormones, ça peut être pour fabriquer du muscle ou réparer du muscle. Et vous avez en fait une séquence d'acides aminés très spécifique pour le collagène. Et les acides aminés qu'on retrouve dans cette séquence spécifique, on ne les retrouve plus énormément dans notre alimentation parce que les aliments qu'on consommait qui étaient riches en collagène auparavant, c'est-à-dire les abats, l'os à moelle, les carcasses en fait de poissons dans la soupe de poisson, etc. Toute cette alimentation un petit peu basique qu'on avait il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années, on ne l'a plus aujourd'hui. Et donc, du coup, on a un déficit dans certains acides aminés qui servent à fabriquer du collagène dans le corps. Donc, ça va être très intéressant pour un sportif de consommer des peptides de collagène pour faciliter la récupération des tendons et des articulations. La classe internationale. Merci Christophe Cariot, c'était très très bien résumé. Merci infiniment, vous pouvez intervenir bien sûr à tout moment. Nous venons de parler effectivement de l'aspect physique dans cet épisode de décryptage. Je rappelle que nous sommes à J-200. Le physique va avec le mental et inversement, vous l'avez compris. Découvrons maintenant un petit florilège, on va dire, des réponses de ces sportifs de haut niveau. Quelques bons exemples et quelques témoignages de nos sportifs avec le mental à J-200. Regardez. Faire en sorte de
programmer mon cerveau à l'événement. Donc du coup, je fais beaucoup plus aujourd'hui d'aspect visualisation. Donc c'est ce que j'ai besoin, j'en suis sûre. Et pour préparer ce big événement, et bien sûr j'ai besoin aussi du soutien de ma famille, de tous mes proches, parce qu'il n'y a rien de plus important. On m'a beaucoup répété de m'appuyer sur mes points forts. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie parfois, on veut travailler un peu là où on est un peu moins bon, mais quand même s'appuyer sur ses points forts c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui nous fait gagner et qui nous fait aller vite, et aussi d'être carré à fond sur tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Je dirais les blessures. Parce que on a un rythme d'entraînement très très élevé, avec beaucoup d'exigences, et c'est vrai que avec des facteurs un peu extérieurs, plus la fatigue, ça peut provoquer des blessures, et c'est vrai que aussi près des Jeux Olympiques, c'est ce qu'on redoute le plus. À ce stade, la force mentale dont j'ai le plus besoin, c'est la résilience émotionnelle et l'esprit positif, parce que c'est assez dur dans les hauts et les bas de garder cet esprit positif et de toujours vouloir aller de l'avant. Est-ce que ce que je fais là en ce moment, les autres le font, et puis du coup, qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce que je fais de plus que les autres qui fait que j'ai le détail en plus qui fait que j'irai plus loin? La suite de ce décryptage à J-200 dans cet épisode du potentiel à la performance mentale s'il en est. Avec vous, Isabelle Inchospé, toujours un plaisir de vous poser ces fameuses questions. Petite introduction avant de découvrir une des questions centrales à J-200. Une petite introduction sur les images que l'on vient de voir aussi, et pour résumer. Oui, parce que ce qui est intéressant dans les témoignages qu'on a écoutés, l'ensemble des témoignages, c'est que ils commencent déjà 200 jours, ça vous paraît loin d'un objectif, et finalement, vous voyez qu'ils y pensent tous, parce que c'est un objectif central de notre vie, en tout cas pour eux. Donc du coup, ça devient une préoccupation quotidienne. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils y pensent. Et on peut prendre une leçon, nous, du quotidien, dans notre vie, comment on fait pour penser comme il faut à un événement aussi important. Et ce dont eux, ce qui leur paraît essentiel, c'est de se centrer sur les moyens et pas sur le résultat. Ils ne parlent que de potentiel à acquérir. Comment on fait pour y arriver? Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. Vous allez entendre que des témoignages sur du potentiel. À aucun moment, il y en a un qui parle du résultat. C'est fou. C'est fou, et en même temps, c'est tellement mental. C'est-à-dire que le premier qui va parler du résultat, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir du stress pendant 200 jours, et ils n'en veulent pas. Donc, petite leçon personnelle pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est que si vous avez un événement à préparer demain, même s'il n'est pas à 200 jours, s'il est plus près, pensez aux moyens, ne pensez jamais aux résultats. Et vous éviterez un facteur qui aujourd'hui pollue pas mal la vie, c'est le stress. On ne peut jamais stresser quand on est dans l'instant présent. On ne stresse que par rapport au résultat futur d'une action. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être des enfants. Ces enfants, si vous lui dites, vous allez dans une interrogation de maths ou un devoir sur table, parce que je crois que c'est maintenant comme ça qu'on le dit, de maths, il faut que tu reviennes avec 18. S'il est juste en maths, ça va être compliqué pour lui de ne pas avoir peur de la note. Si vous lui dites, faites pour le mieux, vous êtes sûr que votre gamin, s'il a travaillé bien évidemment, va donner le mieux, et il peut avoir 18. Vous lui donnez une chance, sinon vous lui en donnez 0. Oui, se différencier aussi, quelque part. Oui, exactement. Donc ça, c'est un facteur important. Et le deuxième, on va dire, critère qu'on entend tout au long des témoignages, c'est la création d'un état d'esprit positif. Ils vous disent tous, que ça soit de la part de leur entraîneur, de leur famille ou d'eux-mêmes, c'est de mettre autour d'eux, pendant les 200 jours qui restent, une ambiance, des mots, tout ce qui est de l'ordre du positif pour éviter les peurs, les craintes, de se projeter des images négatives. Là, autre exemple à tous les gens qui vont nous écouter, je vous interdis, faites l'exercice, de penser à la lionne qui dévore la gazelle. Vous avez quoi comme image? Une lionne qui dévore. Voilà, la gazelle. Et si vous êtes tout le temps dans ce discours négatif, vous faites projeter à l'athlète une image négative et vous lui dites maintenant tu l'enlèves. Qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà. Donc allez vite sur des propos positifs, vous engendrez des images positives et de l'envie. Et c'est exactement ce qu'ils disent tout au long de leur témoignage. Très bien, rentrons dans le vif du sujet, découvrons les questions que vous leur avez posées. Chère Isabelle, ta question centrale à J-200, se demander qu'est-ce qui préoccupe une athlète à 200 jours de l'échéance. Et on retombe sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire tous sans exception, ce qui les préoccupe, c'est est-ce que j'ai le niveau aujourd'hui
que je dois avoir, c'est-à-dire enlever toutes les incertitudes techniques, physiques, voire même mentales, d'être sûr d'être au niveau auquel je dois être à 200 jours des Jeux. Est-ce que j'ai du retard ? Est-ce que je suis meilleur que l'année dernière parce que je dois fournir demain une performance meilleure ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est mieux ou aussi bien que peut-être le niveau mondial ? Donc leur préoccupation première, elle est sur leur potentiel, où est-ce qu'ils en sont, de manière à les rassurer un max de temps. J'imagine aussi qu'il y a un effet de double stress ou de double peine, si l'on veut, puisque vous parliez de performance, de suite de performance. Ils n'ont jamais été médaillés, ça, ok, c'est quelque chose de nouveau qu'ils vont peut-être découvrir, donc ça gamberge beaucoup. Exactement. Mais aussi pour ceux qui ont déjà été médaillés quelque part. J'ai déjà été médaillé. Oui. On fait un reset, on repart à zéro. Et... En tout cas, oui, ils repartent à zéro parce que la compétition n'a strictement rien à voir. Donc, mais en revanche, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà vécu sur l'Olympiade d'avant, ou voire les 2 Olympiades. Il s'est passé 4 ans aussi. Il s'est passé 4 ans, voire 8 ans pour certains. Oui. Et quand ils arrivent sur leurs épreuves, ils savent exactement qu'ils doivent être meilleurs que leurs souvenirs. Et donc, c'est aussi un critère d'évaluation où ils peuvent tranquillement, eux aussi, monter les curseurs sans s'affoler mentalement parce qu'ils connaissent. Donc, l'avantage de ceux qui ont eu des médailles, ils savent. Donc, ils peuvent monter le niveau. Ceux qui sont leur première Olympiade ou qui n'ont pas eu de médaille vont devoir être encore plus dans l'instant présent, plus centrés sur le potentiel et encore plus oublier la potentialité d'avoir une médaille. Très bien. Autre question, l'aspect mental le plus important à J-200. Quels sont justement ces aspects mentaux les plus importants à J-200 ? Alors, de ce qu'on a entendu sur les témoignages, il y a encore une fois... qu'on parle de manière positive et que l'environnement soit dans cette création d'ambiance. Pourquoi ce facteur impacte un deuxième facteur qui est, ils le disent, on a envie de se surpasser. On a envie d'aller au-delà. Et évidemment, vous l'avez peut-être tous vécu quand vous faites du sport, si quelqu'un vous gueule dessus toute la journée, envie de se surpasser, ou est négatif sur t'es trop gros, t'es trop grand et t'as pas fait assez de machin, t'as pas envie de te surpasser, t'as juste envie de partir. Or là, eux, ce qu'ils ont envie de vivre, c'est toujours un potentiel qui augmente, donc aller un peu toujours au-delà ou déplacer des limites pour qu'elles soient encore un petit peu plus fortes, plus solides ou un petit peu plus éloignées en fonction des sports. Et donc ça, c'est mentalement quelque chose qui est très lié. Le positif pour se surpasser, c'est quelque chose qui est... c'est un duo qu'il va falloir garder pendant 200 jours. Et toute la difficulté va être là pour l'environnement, pour l'entraîneur et pour l'athlète. Très bien. À J-200, on peut parler aussi, et vous leur avez posé la question, des fameuses craintes. Quelles sont-elles, ces craintes et ces préoccupations ? Je crois qu'on en avait un peu parlé la dernière fois, mais qui n'était pas apparu et qui commence à apparaître dans les témoignages, parce que Christophe l'a entendu aussi, c'est la blessure. Vous commencez à entendre des athlètes dont la crainte, c'est « est-ce que je ne vais pas me blesser ?» C'est quelque chose de nouveau, ça ? On n'en parlait pas avant ? C'était tabou ? C'est-à-dire que 300 jours ou 400 jours ou 4 ans avant, on n'y pense pas. Sauf que là, on sait qu'une blessure qui arrive, peut-être elle n'est pas réparable, et peut-être on rate les Jeux. Donc aujourd'hui, toute blessure devient psychologiquement un poids à gérer qui est extrêmement compliqué parce qu'on se dit, et peut-être ça peut s'arrêter là. Donc il y a un impact très fort. Donc il y a cette crainte, d'où l'importance de bien travailler physiquement, de bien prendre soin de soi, de bien dormir. Tous ces conseils-là ne sont pas juste des conseils, ce sont des briques de la performance et ce sont des briques indispensables pour réussir. Ça rajoute de la vigilance aussi. Complètement. La vigilance peut faire stresser aussi, quelque part. Non, c'est un dosage ? Non, alors c'est intéressant la question que tu poses, parce que la vigilance, si elle est sur les moyens, il y a zéro stress. Si la vigilance, elle est de ne pas se blesser, on est déjà dans du négatif, on se voit avec la jambe dans le plâtre. Et Christophe en sait quelque chose ? Il en sait quelque chose. De ne pas se blesser pour avoir éventuellement une médaille, vous avez double peine. Vous projetez la blessure et vous projetez le résultat. Donc là, vous doublez la dose de stress. Donc ce sont tous des discours qu'il faut absolument arrêter. Et en plus, vous avez souvent un environnement qui n'est pas sportif, familial, les copains. Vous allez au marché, on va vous dire alors, la médaille, tu vas l'avoir. Hein. Et voilà, il faut savoir s'extraire de ça, revenir vite sur soi et à n'oublier la projection, en fait. Toujours dans le cadre de ces craintes, de ces préoccupations, savoir s'ils sont sur le bon chemin, ça c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup. Oui, énormément, parce que le bon chemin, ça revient sur le potentiel. Est-ce qu'ils pensent bien ? Est-ce qu'ils dorment bien ? Est-ce qu'ils mangent bien ? Est-ce qu'ils parlent bien ?
Est-ce qu'il s'entraîne bien? Voilà. Il y a savoir si tout ça est bien aligné. Et d'ailleurs, il y a un athlète, je crois, qui dit, dans son témoignage, il dit « Moi, aujourd'hui, je me pose 0 question, parce que tout va bien. » Et en fait, c'est très intéressant, parce que finalement, je pense que lui, tout est aligné. Aujourd'hui, à J-200, ce garçon, tout est aligné. Son physique, son entraînement, il sait où il en est, il en a conscience, ça le rassure, il dort bien, sûrement, il mange bien. Tout est à l'endroit où lui avait décidé. Donc, mentalement, il va très très bien. Donc là aussi, il faut savoir rester à sa place et ne pas lui dire alors, il n'y a rien qui ne va pas. Mais t'es sûr, cherche bien. Cherche bien. Et ça, c'est aussi, c'est aussi ce qu'on entend dans la vie au quotidien. Tu vas bien? Ah oui. T'es sûr que t'as rien qui va pas bien? Donc on cherche toujours des ennuis, ou on cherche toujours. Donc si ça va, ça va. On profite du moment. Et mentalement, c'est très important. Quelque chose qui fait partie aussi de tes qualités, de ton talent d'expert du mental. Chère Isabelle, ce sont les conseils clés de l'entraîneur. Vous avez ensemble, parce qu'on en a parlé aussi, et tu as réussi à leur faire parler aussi de leur entraîneur. Oui. Pas facile ça, hein? Pas simple, parce qu'il ne faut pas dire des choses qui ne se disent pas, qui restent entre eux, ou des choses qui pourraient être blessantes. Mais ce qui ressort sur tous les témoignages, alors, le premier facteur, les entraîneurs quand même sont porteurs de la qualité du travail. Donc le mot travail ressort, bon, on ne peut pas leur reprocher parce que ça fait partie quand même du cadre qu'ils doivent imposer, c'est le travail. Et dans le travail, il y a aussi la récupération, c'est pas juste l'action, hein. C'est la récupération, c'est les kinés, c'est le travail technique, physique, enfin voilà, il y a tout ça dans le travail. Il y a une notion que nous, mortels basiques, on ne s'autorise pas, c'est oser faire des erreurs à 200 jours des Jeux. Donc quand on s'entraîne, on s'entraîne. Et l'entraînement, c'est fait pour se planter. Pour enlever la charge de dire « mais si je me plante là, je vais me planter au jeu ». Non, plante-toi là, on corrige et c'est terminé. Et nous, on n'ose pas faire ça en fait. Donc il faudrait peut-être aussi qu'on s'autorise de temps en temps à pas être bon, pour corriger et être bon après à vie. Voilà. Donc ça, je pense que Christophe peut le témoigner aussi sur son expérience personnelle. C'est super important. Et ensuite, avoir un environnement personnel qui ne vous met pas la pression. Donc il faut aussi éduquer l'année des Jeux, l'environnement qui vit avec vous au quotidien. Et je dis éduquer parce que, en général, l'environnement ne le fait pas pour mal faire. Ils font les choses pensant aider, mais ils sont à côté de la plaque. Voilà. Donc vous avez des parents... Souvent maladroits. Maladroits, oui, et côté de la plaque aussi, qui font parfois plus mal que bien en voulant bien faire. Donc il faut souvent, dans des préparations comme ça, à 200 ou 300 jours des Jeux, prendre l'environnement, bien expliquer comment fonctionne l'athlète, les mots importants, et bien comprendre que ce que vous allez dire vous, en tant que parent, en tant que petit ami, en tant que copain, peut parfois avoir un impact. Et donc si vous voulez impacter la performance de votre enfant, parlez bien, utilisez les bons mots, soyez dans le positif, aidez-les comme ils ont envie d'être aidés, pas comme vous avez envie de l'aider, en fait. Je parlais de l'entraîneur, justement. Est-ce que c'est une des facettes de l'entraîneur aujourd'hui qui se rend de plus en plus compte de l'aspect psychologique aussi, hein? Rassurez-moi. Je vais te rassurer, mais oui, l'entraîneur aujourd'hui a un rôle de préparateur mental du quotidien. Oui. C'est-à-dire, il doit tous les jours faire des consignes en positif tout en faisant progresser. Il doit débriefer des choses négatives parce que tout n'est pas réussi. Et pourtant, il faut que l'athlète le prenne comme quelque chose de bon. Il faut que l'entraîneur ne montre pas ses inquiétudes, sauf si c'est stratégique. J'en connais plein qui le font exprès pour déclencher quelque chose, mais c'est une stratégie. Oui, il faut bien le maîtriser. Voilà. Il faut que la colère ou les émotions soient posées au bon endroit. Il faut savoir prendre du recul et laisser son athlète parfois, ou son équipe, péter un plomb et déconner et dire bon, mais ça fait partie de la préparation, on se tait, et pour un entraîneur se taire, c'est souvent très compliqué. Pour des parents, c'est pareil, pour des profs, c'est pareil, et pourtant se taire parfois fait beaucoup de bien. Voilà, donc il y a tout un aspect aussi mental que va traiter l'entraîneur tous les jours, et ce qui fatigue aussi dans ce métier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrêtent tôt aussi maintenant. Très bien, réaction de Christophe. On le rappelle aussi que vous êtes maintenant de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que vous leur dites justement à ces sportifs, en tant qu'entraîneur ? Oui, j'ai une citation qui m'est restée de l'époque où j'étais sportif de haut niveau. Mon entraîneur m'avait dit « les mots résonnent ». Et je l'interrogeais un petit peu sur pourquoi il me disait ça. Et on discutait justement sur l'importance des dialogues qu'on peut avoir, des discours qu'on peut avoir et de l'impact que peuvent avoir les mots. En fait, les mots du quotidien, les échanges du quotidien, donc ça peut être d'entraîneur à entraîner,
de la famille avec l'athlète, ou éventuellement tout l'entourage connexe. Tout le périphérique autour. Exactement. Donc parfois les journalistes, les fans qui peuvent avoir des mots un peu durs, voire un peu violents avec certains sportifs. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un sportif. Donc voilà, faire attention justement aux mots qu'on prononce, parce qu'ils ont une résonance chez les gens. Donc vraiment faire attention à ça. Merci Christophe. Isabelle, s'il te plaît, peut-on parler, pour clôturer cet aspect mental à J-200, des besoins essentiels et se demander peut-être quels sont les besoins identifiés comme essentiels à ce moment bien précis, à J-200 ? Je vais le résumer parce que je pense que toutes les questions physiques ou des questions mentales peuvent être résumées à un point, un besoin clé, c'est qu'ils ont besoin d'avoir confiance en leur potentiel, voilà, que ça soit un potentiel physique ou un potentiel mental. Et à J-200, je crois que tout le travail aujourd'hui, pour eux, ça va être d'être bien sûr de où ils sont, les moyens qu'ils ont, est-ce qu'ils sont bien, pas bien, est-ce qu'ils peuvent aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a encore une marge de travail pour certains, parce que tout le monde n'est pas encore qualifié, donc il y a aussi ceux qui vont jouer la qualification. Il ne faut pas oublier ça à ce moment précis. Exactement, il y en a qui vont jouer leur qualification en juin, donc il faut vraiment qu'ils arrivent à un max de potentiel en juin. Donc je pense que l'essentiel pour eux à ce moment-là, c'est que mentalement, ils soient dans un état de confiance et de conscience de leur potentiel pour pouvoir l'utiliser le mieux possible. Pour ça, certains parlent de plusieurs techniques qui sont accompagnées mentalement. Il y en a certains qui disent « moi je vais m'aérer », c'est une technique personnelle pour pouvoir me recentrer, résumer tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais de moi, et ils se le conscientisent tout seuls. Certains font de la relaxation, certains vont avoir un psy, certains vont faire des techniques mentales de visualisation pour ancrer tout ce qui va leur permettre de se rassurer sur qui ils sont, ce qu'ils font, et avoir bien ancré leur niveau. Et ça, ce moment-là de leur préparation des Jeux ou de leur préparation de qualification, c'est clé. Parfait. Merci beaucoup. Une petite conclusion sur ce que vient de dire... Non, je trouve que c'est intéressant justement que les gens parlent aussi un peu plus librement qu'auparavant de ce qui se passe dans leur tête. Parce que c'était pas comme ça à l'époque où moi je faisais du sport de haut niveau. Il y avait beaucoup de champions qui étaient, on va dire, qui avaient un stéréotype d'une sorte de winner qui est incassable, indomptable, etc. C'est aujourd'hui une caricature. Ce qui aujourd'hui est une caricature. Et effectivement, je trouve que c'est bien cette évolution d'avoir des gens qui sont capables d'exprimer à la fois les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, les souffrances qu'ils peuvent rencontrer, etc., pour pouvoir les transcender et justement essayer d'atteindre leur meilleur niveau, quoi. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Merci Bruno. C'est toujours un plaisir de vous accueillir effectivement sur ce plateau. Alors plateau qui change à chaque fois, je le rappelle. Nous sommes en plein cœur du Krebs que nous remercions une nouvelle fois dans cette salle de boxe. Joli choix aujourd'hui. Vous n'avez pas sorti les gants, je ne me suis pas permis de sortir... Tout s'est très bien passé. Merci infiniment pour ce décryptage J-200. Il nous tarde de découvrir le J-100. Ce sera donc le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut! C'était votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel.